Merci de nous rejoindre sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, poursuit sa consultation nationale pour cette 4e journée. Et la star nationale était avec les députés nationaux, membres du groupe parlementaire MSAA2, aussi avec les conseils d'administration des universités et instituts supérieurs. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions, mais tout de suite, revenons sur la journée d'hier avec les acteurs sociaux. Ils se sont succédés au Palais de la Nation en ce 3e jour de consultation nationale. Ces acteurs sociaux et membres de la société civile ont eux aussi apporté leur contribution au débat. D'abord, la délégation des responsables des artistes, conduite par le professeur Yokali Mundaba. Lors de sa rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette délégation a soutenu que le contexte politique actuel correspond à ce que nous avons comme fondamentaux de la culture africaine, c'est la palabre. D'autres artistes à être consultés, ce sont les comédiens. Ils disent avoir prodigué des conseils au président de la République pour une issue heureuse de consultation, sans entrer dans les détails. Avec les représentants des universités et instituts supérieurs, le chef de l'État a également prêté une oreille attentive. Ces professeurs ont examiné et donné leurs avis sur l'ensemble de points soulevés dans l'adresse à la nation du président de la République du 23 octobre dernier. Les associations féminines ont elles aussi fait entendre leur voix. Elles plaident notamment pour des réformes électorales, la représentativité des femmes dans les institutions et la territoriale de non-originaires. Dans ces chassés-croisés, les personnes vivant avec handicap et vulnérables ont elles aussi fait des propositions de décrispation politique. Elles exhortent les uns et les autres à privilégier la paix car soutiennent-elles que les situations de guerre font augmenter le nombre de personnes vivant avec handicap. Le secteur privé, avec l'AFEC et ensuite la NEP, a été également consulté. La paix, la sécurité et la stabilité ont été les maîtres mots des entrepreneurs car soutiennent-ils, l'argent n'aime pas le bruit. Plus politique, les mouvements citoyens dans leur diversité ont discuté avec le chef de l'État. Dans leur mémorandum remis au président de la République, ils disent soutenir l'initiative de consultation et disent non à la poursuite de la coalition au pouvoir. Nous avons très clairement fait comprendre au président de la République que ce qui bloque aujourd'hui en réalité, c'est le système de prédation, un système porté par des antivaleurs, est porté par un groupe de personnes qui malheureusement a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et donc il est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, après 18 mois, ce système n'a pas pu disparaître parce que ces personnes-là continuent à manipuler et à contrôler, à vouloir contrôler les institutions. Et donc sur cette question, nous soutenons totalement la nécessité de mettre un terme à cette coalition, mais à une condition. Nous avons très clairement dit à M. le Président qu'il ne s'agit pas de transférer les tares d'un groupe vers un autre groupe. Il s'agit de combattre un système porté par des antivaleurs pour qu'ensemble, nous Congolais, nous commencions à définir maintenant un système qui sera porté par des valeurs de développement et qui sera porté par les bonnes valeurs. Message quasi similaire, relayé par le comité laïque de coordination qui résume sa plaidoirie en 3 axes, la réhabilitation de l'autorité de l'État, la crédibilisation des élections et la relance économique. Est-ce que la solution finalement c'est de mettre fin à la coalition? Cela va de soi, cela va de soi. Je ne sais pas s'il faut mettre fin, mais il faut aller au-delà de la coalition. Il faut que maintenant toute la population puisse être mise à contribution. Qu'il n'y ait pas d'un côté quelques-uns qui estiment détenir le pouvoir et les autres qui seraient en position de simple observateur. Maintenant, tout le monde doit pouvoir apporter la contribution pour la construction du pays. La boucle a été bouclée ce mercredi avec le représentant de l'Association des étudiants d'université et instituts supérieurs. Les nouvelles de la Chambre haute du Parlement, la plénière du jour était consacrée à la question orale du ministre des Ressources hydrauliques sur les insuffisances de la desserte en eau potable. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Une journée d'information et de sensibilisation a été organisée à Moamba en marge de la Journée internationale des AVC, célébrée le 29 octobre de chaque année. Bobette et Inga.
C'est en marge de la Journée internationale des AVC célébrée le 29 octobre qu'il faut inscrire cette journée d'information et de sensibilisation sur la prévention et la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Le centre neuropsychopathologique de Mont-Ambassène-Pépé a tenu à attirer l'attention des uns et des autres, surtout du personnel soignant et des médecins stagiaires sur l'amélioration de la prise en charge de cette pathologie. Quelqu'un qui a au niveau du visage brutalement une déviation, une impotence fonctionnelle d'un membre, le trouble de la parole, il y a urgence à poser le diagnostic d'AVC et à l'amener rapidement à l'hôpital pour une prise en charge qui évite la mortalité et qui diminue l'importance des séquelles. Une meilleure prise en charge passera inévitablement par des infrastructures adéquates et un personnel qualifié. Nous lançons un appel vibrant aux autorités, tant politique sanitaire, pour que la filière de soins soit organisée et structurée dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y ait un SAMU, un service d'urgence opérationnel avec des ambulances. Mais cela demande que déjà au départ, la population soit capable de reconnaître les signes d'AVC. De nos jours, tout le monde est exposé, mais on peut éviter cette pathologie en adoptant de bonnes habitudes alimentaires, conseil d'un pharmacien. En cas d'un malaise, courir vite à un hôpital le plus proche, car la perte du temps est souvent fatale. À la primature, le Premier ministre était avec le président du comité d'administration de l'ONATRA. Des précisions avec Françoise Bouelawaki. Je suis venu voir le Premier ministre parce que la SCTP a une créance sur l'État de 400 millions de dollars. Et en ce moment, la SCTP est confrontée à plusieurs difficultés, surtout d'ordre social. Nous devrions relancer l'entreprise. Et il va falloir que l'État puisse nous payer pour que nous ayons d'abord le moyen de relancer l'entreprise et puis essayer de diminuer tant soit peu les problèmes sociaux que nous avons au niveau de l'entreprise. C'est pourquoi je suis venu voir le Premier ministre. Avec lui, on a tenu une réunion, on a fait le tour d'horizon et il a souhaité que je sois reçu par le comité de conjoncture le mardi pour en discuter. Donc je reviendrai ici pour que ce problème soit posé au niveau du comité de conjoncture et qu'enfin on puisse trouver une solution durable en ce qui concerne ce litige qui a beaucoup duré. Donc oui, aux agents, je leur dis de garder l'espoir parce que le Premier ministre a pris ce problème à bras le corps. C'est un père de famille, il est venu aussi des entreprises de l'État, la SNCC. Donc il sait que la masse laborieuse n'attend que sa décision, à lui comme Premier ministre, pour être soulagé. Donc les agents peuvent faire confiance à notre gouvernement, peuvent faire confiance au Premier ministre pour que nous puissions trouver une solution à nos problèmes sociaux. Le Premier ministre était également avec le groupe australien Fortescue. Ces derniers veulent installer une industrie respectueuse de l'environnement. Pour une deuxième rencontre avec le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba, le cabinet du président de la République a accompagné la délégation de Fortescue, une firme australienne intéressée par le projet Grand Inga, tel que le confie le conseil spécial du chef de l'État chargé des infrastructures, Alexis Debampende. Et ils avaient promis à son Excellence le Premier ministre qu'ils vont revenir pour marquer, n'est-ce pas, leur présence ici pour la continuité des projets. Là, ils ont fait quand même un rapport important à son Excellence concernant les chronogrammes de ces projets. Et depuis qu'ils ont signé, ils ont déjà mis en place une équipe localement avec des personnels de l'Australie qui ont commencé à travailler avec la Société nationale SNEL, l'ADEPI et aussi la communauté congolaise d'affaires pour tous ceux qui seront intéressés à faire partie, n'est-ce pas, du projet de Grand Inga. Spécialisée dans l'exploration, le développement, la production, le traitement ainsi que la vente des minerais en fer, en RDC, cette société est engagée dans la mise en place d'une industrie respectueuse de l'environnement. Elle est venue convaincre
le gouvernement congolais. Nous sommes une grande société avec des capacités de développement de projets très rapides, de manière tout à fait efficiente, de manière à ce que ça coûte moins cher. Et nous sommes très respectueux de l'environnement et des contraintes environnementales. Et nous travaillons beaucoup à contribuer dans les communautés où nous évoluons. Nous avons déjà réalisé des études d'optimisation, mais nous sommes en train de collecter des informations supplémentaires. Et nous allons commencer les travaux aussi vite que nous aurons les contrats officiels. Le contrat prévoit la formation du personnel local. Fortescue veut s'engager dans le long terme au Congo, vision saluée par le chef du gouvernement congolais. La même délégation australienne était avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière des infrastructures. Témoin de l'événement, Zaki Kikuta. La société australienne Fortescue Metal Group, qui avait signé l'accord avec le gouvernement congolais au Palais de la Nation en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, est arrivé ce jeudi 5 novembre 2020 à Kinshasa en vue de la concrétisation de leurs promesses. Conduite par la directrice générale de cette société, Mme Julie Schutley-Wolt, ils sont venus pour mesurer l'état d'avancement du projet dont une équipe est déjà installée et prendre surtout contact avec les autorités du pays, spécialement avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière des infrastructures, Alexis Kayembe. And thank you to the government of the DRC. Merci beaucoup de la part du gouvernement, mais également du peuple congolais, pour nous avoir acceptés pour le développement du Grand Inga et de la grande industrie verte. Nous avons nommé des gens pour être en mesure de travailler ici à temps plein. Et moi-même, en tant que directrice générale de Fortescue, je suis venu pour vérifier l'état d'avancement. Et je suis très heureux de constater que nous avons du travail en cours et nous avons des études qui sont en cours. Et nous avons commencé à engager du personnel pour travailler localement. C'est un investissement majeur en République démocratique du Congo. Rappelons qu'au cours de leurs échanges, ils ont évoqué la signature d'un protocole d'accord pour le développement de Inga 3 à Inga 8 dans son ensemble de sites projetés et l'installation d'une industrie verte dans la province du Congo central. Nous avons reçu la délégation australienne, FMG, et nous sommes contents qu'ils soient venus encore pour relancer les projets. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est être prêt à négocier. C'est très important que le message du chef de l'État soit bien reçu par les partenaires, notamment tout ce qui est la partie local content. On ne veut pas que ces contrats soient comme copy-paste, contrat minier. Cette offre de moins de 6 milliards donne l'opportunité de susciter un consortium plus large afin qu'ils apportent aux acteurs en présence leur savoir-faire, la vision, et c'est dans l'intérêt bien compris de toutes les parties et de la RDC. Le tout s'est clôturé par une coïncidence heureuse d'un membre de la dite délégation à la personne de Mme Sarah Parkinson, directrice juridique et stratégique de la société Fortescue Metal Group, qui fête ses 30 ans d'anniversaire à Kinshasa, tout en étant très surprise. La 13e réunion ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté de l'Union africaine a eu lieu par vidéoconférence. Ont participé à cette rencontre les VPM de l'Intérieur et les ministres de la Défense nationale. Jojo Ndibou nous en parle. Cette 13e réunion ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté de l'Union africaine, tenue par vidéoconférence ce jeudi 5 novembre 2020 sous la présidence de l'Afrique du Sud, fait suite à la 16e réunion ordinaire de chefs d'état-major des armées et des chefs de services de sécurité et de sûreté de l'Afrique. Tout a commencé par l'observance d'une minute de silence observée à l'égard des héros tombés au combat, en particulier ceux qui ont fait le sacrifice ultime dans la poursuite de la paix et de la sûreté sur le continent. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankondé, qui avait à ses côtés le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Emengo Imukena, ont représenté la RDC. Les États membres ont examiné les recommandations issues de la 16e réunion des chefs d'état-major d'Afrique. Ils ont au cas par cas apporté leur amendement avant d'adopter à l'unanimité les recommandations. Prenant la parole, la RDC, par les biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a proposé dans son amendement en termes de plaidoyer la prise en compte des pays tels que la RDC, victimes des actes terroristes dans la région de l'Est. Les actes terroristes qui se passent de ce côté-là, ces derniers temps, sont assumés par des communiqués de l'État islamique. Donc,
la présence des islamistes au sein de cette organisation, des ADF et MTM, n'est plus à démontrer. Et au cours de la réunion d'aujourd'hui, les autres pays du continent, comme notre pays, le Mozambique, et les anciens qui avaient déjà connu ce genre de phénomènes comme la Tanzanie ou le Kenya, l'Union africaine accepte de les accompagner, de les appuyer et de soutenir la lutte contre les mouvements islamistes dans ces pays-là aussi. Il a été demandé aux États membres de continuer à soutenir les efforts de la Commission pour prévenir et contrôler la propagation de la pandémie de la Covid-19. Il s'est ouvert à Pékin, en Chine, la 3e exposition internationale sur les exportations chinoises dans le monde. Le ministre des Commerces extérieurs, Jean-Lucien Boussa, a conduit une forte délégation à ces assises. On fait le point avec Lopez Kakouba. Le mercredi 4 novembre 2020 a été une journée plus qu'ordinaire au ministère du Commerce extérieur que pilote Jean-Lucien Boussa Tongwa pour raison la tenue de la 3e exposition internationale sur les importations chinoises dans le monde, laquelle exposition a connu la participation en distanciel de la République démocratique du Congo, représentée par le ministre Jean-Lucien Boussa. Conduit par le président chinois Xi Jinping, ce sommet en ligne depuis Beijing a dévoilé le besoin d'importation de la Chine, estimé à plus de 20 milliards de dollars américains. Dans la même occasion, le numéro 1 de la République populaire de Chine a annoncé l'ouverture du marché chinois aux produits provenant de pays partenaires. Cette collaboration doit se faire dans la confiance, la concertation et la coopération, a dit le président du pays de Mao Tse-tung. Nous devons privilégier les intérêts communs de tous les pays et travailler à faire évoluer la mondialisation économique dans un sens plus ouvert, plus inclusif, plus équilibré et bénéfique pour tous. Nous devons porter une vision de gouvernance mondiale basée sur les consultations, la coopération et les bénéfices partagés, préserver le système commercial multilatéral fondé sur l'OMC. Pour Jean-Lucien Boussa, patron du commerce extérieur en RDC, il s'agit là d'une occasion en or pour la mise en place des politiques économiques et commerciales à même d'accroître en volume, en valeur et en qualité les exportations vers la Chine, aujourd'hui plus grand marché solvable avec plus de 400 millions de consommateurs appartenant à la classe moyenne. Au total, 145 États sont représentés à ces assises. L'on compte 7 chefs d'État, 2 premiers ministres, les ministres du Commerce extérieur, les secrétaires généraux de l'ONU, DGA, OMC, OMS et autres. Les activités menées au Conseil économique et social, des précisions avec notre consoeur Annie Mbalaka. Devant les conseillers de la République et le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, la directrice du Bureau international du travail en République démocratique du Congo, Mme Aminata Maïga, a exposé sur les coopératives en général, les coopératives en Afrique, les coopératives en République démocratique du Congo, bref, aperçus et défis. Pour cette oratrice du jour, les coopératives peuvent être créées dans le cadre du développement du pays et des provinces pour aider la population congolaise. Les coopératives sont un mode d'entreprise qui permet à des populations vulnérables, à même des populations de toutes les couches de la société, de pouvoir contribuer au développement économique de leur pays. Qu'il était question d'échanger sur la situation des coopératives au niveau mondial, au niveau de la RDC, et voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour accompagner ce mouvement. Ce fut aussi l'occasion pour les conseillers de mieux comprendre comment l'OIT fonctionne, les interventions qui sont faites dans les différents pays et de marquer aussi notre disponibilité à travailler avec le Conseil économique et social. Parce que le Conseil économique et social est une institution qui aussi promeut la justice sociale dans le pays, de par la nature de son mandat. Et comme l'OIT aussi a pour mission de faire la promotion de la justice sociale, il y a des zones de convergence et d'intérêts communs. Après son intervention, les conseillers de la République ont intervenu en soulevant quelques préoccupations à la directrice du BIT, Aminata Maïga, qui s'en est suivie d'une réplique du conseiller de la République, le professeur Kika Mavunda Michel, pour la féliciter pour son brillant exposé. Les développements urbains, parlons-en dans ces journaux avec la mise en place et le lancement de la task force municipale par le gouvernement congolais.
Aux côtés du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabi Lumbayou, la nouvelle équipe des task force municipales mise en place par le programme de développement urbain PDU et elle sera répartie premièrement dans 4 villes, à savoir Kikwiti, Boma, Goma et Matadi. Les membres de cette équipe ont été présentés à l'assistance au cours de cet atelier de mise à niveau d'information organisé à leur attention. Cette task force est composée en majorité des anciens élèves de l'École nationale d'administration ENA, aura pour mission principale de conseiller les maires de ces villes dans la gestion quotidienne des ressources humaines et financières afin d'appliquer de manière autonome les prérogatives qui leur sont attribuées, a fait savoir les ministres d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberois. Chaque membre de la task force disposera de sa feuille de route axée essentiellement sur les services urbains de base, dont l'alimentation, l'entretien des voiries urbaines, avec un plan d'action assorti des indicateurs, des résultats mesurables, a signifié les ministres d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou. Avec la formation de ces équipes de task force, je crois que nous allons aider vraiment très sérieusement nos dirigeants dans les mairies, dans les municipalités à pouvoir aller de l'avant. Cette initiative de PDU que dirige le coordonnateur Lazare Dakaedino est certainement le début des solutions dans la gestion de la bonne gouvernance dans certaines entités du pays. La vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounimbwe, a présidé la réunion ordinaire des litiers sur l'état d'avancement de l'élaboration du rapport litier 2018-2019 et du premier semestre 2020. Dans un contexte marqué par la publication de son rapport assoupli des exercices fiscaux 2018-2019 et second semestre 2020, 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette réunion présidée par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounimbwe, à savoir la lecture du procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 1er octobre 2020, les rapports du groupe technique des travails GTT, l'état d'avancement de l'élaboration du rapport ITIE 2018-2019 et premier semestre 2020 et enfin la présentation des activités réalisées par les secrétariats techniques de l'UTRDC de septembre à octobre 2020. S'agissant du sous-point prévu dans les rapports du groupe technique des travail, se rapportant à l'examen des contrats signés entre Sokimo et ses partenaires, les membres du comité, après débat et délibération, ont pris acte du report de ces dossiers à la prochaine réunion, faute de la présence des ministres des Mines et du portefeuille, tutelle de la dite entreprise extractive empêchée. Pour ce qui est du sous-point sur la définition des attributions des commissions permanentes instituées par les comités exécutifs en 2017, l'option a été levée des chemins d'abord avec les groupes techniques des travail qui est l'émanation du comité exécutif en attendant la constitution de ces 3 commissions permanentes dont l'installation interviendra après validation prévue en avril 2021. Au sujet de l'élaboration du rapport assoupli, les coordonnateurs national de l'ITRDC, Jean-Jacques Kayembe, a fait état à cette plénière de quelques difficultés éprouvées par les collecteurs de données en province. Eu égard à cela, le comité a décidé de diligenter dans les prochains jours une équipe du processus dans les différentes provinces concernées dans les périmètres pour sensibiliser et mobiliser sur la collecte des données. Le comité s'est résolu par ailleurs de solliciter 2 mois de prorogation au secrétariat international avant de publier son rapport assoupli. La prochaine réunion du comité exécutif est prévue le 25 novembre prochain. Le ministre d'État de l'ETPS et les membres de la Fédération des entreprises du Congo ont évalué les niveaux d'exécution des résolutions des sociétés de placement. Ils sont tous responsables des entreprises privées de placement et membres de la Fédération des entreprises du Congo. Ce jeudi 5 novembre 2020, avec la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Louankoulou, ils ont fait le tour d'horizon des dernières mesures réglementant le secteur du commerce, mais surtout il était question d'agrément des entreprises qui sont en ordre. Et nous sommes venus rencontrer Madame la ministre pour d'abord la remercier pour le travail abattu dans la commission qu'elle avait mise en place l'année dernière sur la question de la sous-traitance et surtout des entreprises de placement.
Donc, pour ne pas entrer dans des détails, il y avait eu certaines problématiques et il fallait réguler le secteur d'activité. Donc, nous sommes venus ici pour effectivement la remercier et aussi voir en tant qu'entreprise de l'AFEC ce que nous pouvons faire pour contribuer dans ce dialogue social afin de pouvoir nous assurer que les entreprises éligibles reçoivent leurs agréments. Venu remercier aussi la patronne de l'emploi pour la mise en place de la commission sur la question de la sous-traitance concernant les entreprises de placement. La délégation a sollicité de la ministre d'État quelques allègements. Sa réaction a été bonne. Elle pensait faire appel à nous pour pouvoir effectivement sensibiliser le secteur en disant qu'il y avait déjà des listes et il y avait des entreprises qui étaient éligibles. Très attentive, Néné Lungankoulou se félicite de cette rencontre en faisant appel aux responsables de sensibiliser tous les membres de ce secteur. Il y a déjà une liste des entreprises qui sont éligibles. Encourager la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST pour une meilleure couverture sociale, tel est le but de la visite de la présidence du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale, Agnès Mouadi, au siège de cette mutuelle. C'est une série de visites intercaisses que la présidente du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale en Afrique centrale, BLESAC, a entamé à travers sa juridiction. Après la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'administration publique, c'est au tour de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST que dirige le secrétaire exécutif national Justine Kongolo de recevoir la visite de la patronne du BLESAC, Agnès Mouad Nawej Katang, ainsi que de tout son staff. De prime abord, l'officier de liaison du BLESAC a présenté les missions de l'Association internationale de la sécurité sociale qui regroupe plus de 320 organisations réparties dans plus de 158 pays à travers le monde avec comme objectif une meilleure couverture sociale et de meilleures pratiques. Agnès Mouad Nawej Katang a encouragé les responsables de la mutuelle de santé des enseignants à participer aux différentes activités que mène le BLESAC pour faire plus entendre sa voix. Nous sommes venus évaluer les activités pratiquement du bureau et voir tout ce que nous avons pu faire et qu'est-ce qui reste encore à faire et quelles sont les attentes aussi de la mutuelle. Nous voulons que la mutuelle aussi puisse participer pratiquement à tous les séminaires qui se passent par webinaire, essayer de montrer pratiquement les bonnes expériences vraiment de l'Afrique, donc de notre pays, dans les domaines de la prise en charge en ce qui concerne la mutuelle de santé des enseignants. Tout en saluant cette visite de travail, le secrétaire exécutif national de la mutuelle de santé, Justine Kongolo, a sollicité l'assistance technique du BLESAC. C'est par des échanges d'expériences, c'est par les leçons apprises d'une caisse à une autre et le partage de ces bonnes pratiques que nous pouvons aller de l'avant. Pour nous, le premier besoin que nous avons présenté au niveau de l'ASS, c'est d'avoir un centre de diagnostic. Ça permettrait de minimiser les coûts que nous donnons aux structures externes et de pouvoir avoir une offre mutualiste que nous pouvons gérer à des coûts assez moins élevés et accessibles aux enseignants. Agnès Mouad Nawej Katang, président du BLESAC et directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, poursuit donc avec son bâton de pèlerin pour une meilleure couverture sociale, jusque-là très faible en RDC, soit 5 à 6% de couverture, et la courbe devrait remonter, a-t-elle martelé. Direction Kwilu-Idiofa, où la population de ces coins a été sensibilisée sur la COVID-19. La pandémie à coronavirus continue à ravager les hommes et les femmes à travers le monde. Et pour se protéger, Idiofa doit être sensibilisé. John Toumba a, en bon père de famille, réservé du temps en faveur des élèves. Il a dépêché une délégation de son ministère qui, tour à tour, a sensibilisé les élèves, filles et garçons de l'école Mama Sangol et d'autres au centre de formation en informatique, sur l'importance de respecter les mesures barrières contre la COVID-19 dans leur milieu. La mission comme objectif, c'est de sensibiliser les élèves, les apprenants et leurs formateurs dans les écoles professionnelles et les centres de formation professionnelle. La prévention par rapport aux mesures barrières de lutte contre le COVID-19.
C'est pourquoi on insiste là. Il y a d'abord le port des masques est obligatoire à tout le monde. Et ensuite, nous devons régulièrement et chaque fois laver les mains avec les savons Bactigel ou encore Dermo. Et si on veut éternuer, à la place d'utiliser les coudes, autant les faire dans un papier mouchoir immédiatement qui sera jeté. Et quand on veut accéder, tel que dans les écoles ou les centres là où nous sommes, à l'entrée, il y a un monsieur qu'on va charger à prélever la température. Dans sa gibecière, la délégation de l'autorité gouvernementale a apporté du savon, quelques désinfectants, des thermoflash et de cache-nez remis aux responsables de centres visités. En visite de travail en RDC, le vice-président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge était reçu par le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Abdoul Aziz Diallo, vice-président de la Fédération internationale de sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour le continent africain, était reçu en audience ce jeudi 5 novembre par le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo. Les échanges ont tourné autour de l'objet de la visite d'Abdoul Diallo en RDC, motif qui consiste de passer en revue les relations entre la Croix-Rouge et les autorités gouvernementales. À en croire l'hôte d'Eteni Longondo, ces objectifs s'appuient sur des principes très importants dans leur organisation, à savoir la qualité d'auxiliaire des pouvoirs publics. Les statuts, les textes internationaux reconnaissent à la Croix-Rouge d'un pays la qualité d'être très proche de leur gouvernement et d'être leur auxiliaire dans les situations de catastrophes naturelles, dans les situations humanitaires. Alors c'est à ce titre que nous sommes aujourd'hui ici avec Monsieur le ministre de la Santé. Dans un autre chapitre, le Dr Eteni Longondo a échangé avec le caucus de parlementaires de l'Ituri. Ces sénateurs, députés nationaux et provinciaux sont venus rencontrer le patron de la santé des Congolais une seconde fois pour l'intérêt général de leur province. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment le dossier des épidémies, la mécanisation du personnel médical et la prime de risque de médecins. Très attentif aux doléances de ses interlocuteurs, le ministre Eteni Longondo promet d'apporter des solutions idoines dans un très proche avenir. Signalons par ailleurs que ces parlementaires de la province de l'Ituri étaient très ravis d'entendre le ministre disponibiliser un lot important de 5 tonnes de médicaments afin de soulager tant soit peu les populations de cette contrée récemment victimes des inondations. Il se poursuit dans la capitale la campagne de sensibilisation contre la COVID-19 auprès des églises catholiques. Autre détail avec Rekin José. Logé ou géré très souvent dans les églises catholiques, en particulier le home de vieillards qui abrite de locataires indigents, les personnes de troisième âge, souvent abandonnées ou sans famille, encore moins de moyens de survie, sont confrontées à de multiples problèmes. Une situation qui s'est empirée avec la crise que traverse le monde en général et notre pays en particulier à cause de la pandémie à coronavirus. Mu par l'élan de solidarité, le partenaire social de la nation congolaise, Angèle Cosmétique et Palmco, viennent d'apporter leur assistance à ces personnes de troisième âge qui ont bénéficié de sacs de riz, de maïs, haricots, sardines, huile végétale en quantité importante, sans oublier un kit de nettoyage pour lutter contre le coronavirus. L'enthousiasme, la joie s'est lisée sur tout le visage, d'autant plus que ces personnes de troisième âge reçoivent rarement de visites. Ce geste témoigne votre dévouement à la cause du respect de la dignité de la personne humaine. Les bénéficiaires nous prient de vous transmettre leurs bénédictions paternelles et maternelles. Nous avons reçu ces dons gratuitement. Nous allons les distribuer aux nécessités aussi gratuitement. On peut citer parmi les bénéficiaires de ces gestes de cœur une dizaine de paroisses catholiques des 3 doyennés, représentés par Saint Rombo de Barumbu, Saint Achille Kiwakana et Saint Amand de Limete. N'éditons pas qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Des petites et moyennes entreprises, on a procédé à la présentation du programme de l'entrepreneuriat de jeunes, phase de Kinshasa. Où est-ce que je suis aujourd'hui? C'est une formation qui survient après le lancement officiel du programme de sensibilisation et d'accompagnement de jeunes à l'entrepreneuriat par le ministre de PME au mois de septembre de cette année.
Le développement de l'entrepreneuriat congolais constitue le cheval de bataille du ministre de PME consacré dans son programme national, le PONADEC, qui a été validé par le Conseil des ministres au courant de cette année. Ces lancements ont été suivis de plusieurs descentes sur le terrain auprès de ces jeunes initiés par l'OPEC en vue de matérialiser le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Nous pouvons résoudre le problème du chômage dans notre pays. Vous les jeunes, heureux apprenant à travailler avec beaucoup d'assiduité pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, celui de la création de votre entreprise et de la création de quelques emplois en vue de relever l'économie de notre pays. De ces faits, l'OPEC initie ces programmes d'accompagnement de jeunes et dont le but est de les assister dans la création de PME qui soient performantes, compétitives et susceptibles de booster le développement économique de la République démocratique du Congo. L'OPEC est déjà à pied d'œuvre. Nous avons identifié, sensibilisé autour de 500 jeunes. Sur les 500 jeunes, nous avons reçu à peu près 100 candidatures. Donc après un travail de profilage et d'échange d'idées, nous avons sélectionné le premier groupe de 25 jeunes. Et aujourd'hui, c'est un processus d'accompagnement qui commence avec ces 25 jeunes. Cet accompagnement consiste également à le coacher sur la communication ainsi que les fondamentaux de l'entrepreneuriat, les assister dans la recherche de la meilleure idée d'entreprise, dans la conception de leur business model et business plan. La ministre de la fonction publique vient de clôturer les programmes en ligne de la 6e promotion de l'École nationale d'administration. José Baïtombo nous en parle. Le coronavirus et ses effets ravageurs en République démocratique du Congo n'ont pas eu raison de la témérité de la ministre de la fonction publique. Alors que le gouvernement avait décidé de la fermeture des écoles sur toute l'étendue du pays, Yolande et Bongo Bosongo n'a pas souhaité que ces énarques, qui n'ont qu'une année d'enseignement, connaissent une année blanche. Ces efforts viennent se joindre à tant d'autres chantiers sur lesquels je travaille depuis mon arrivée au ministère de la fonction publique, lesquels font également appel à la digitalisation des services publics de l'État. Dans le cadre de la formation continue, je souhaite que des sessions de formation en ligne soient envisagées au profit des agents de carrière de services publics de l'État, aussi bien au niveau central qu'en province. Sur financement de la Belgique, Enabel soutient l'ENA depuis plusieurs années. Ses élèves ont continué à bénéficier des enseignements en ligne dispensés par l'Institut Egmont de France. Une collaboration avec l'ENA qui date de 2014. Pour l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Joe Ndekeu, la qualité des services publics est importante pour le bon fonctionnement d'un État. Mais face à des circonstances imprévues, vous vous êtes adapté. Et je vous en félicite. C'est ça que les bonnes administrations sont censées faire. Et je suis également très content d'entendre que un suivi rapproché virtuel pour ceux en province sera effectué par de hauts managers de grande qualité belges. Le directeur général de l'ENA, Guillaume Banga, lui a invité ses élèves à être réceptifs et attentifs au conseil des encadreurs. Sur 100 élèves, 99 ont fini le cursus. Malheureusement, un élève est décédé, a dit le délégué de la promotion. Lier la théorie à la pratique, c'est la stratégie mise en place par l'ENA. Dès la semaine qui commence, ces énarques de la 6e promotion seront déployés en stage professionnel dans différentes administrations à travers l'ensemble du territoire national. Question de permettre la solidité, le développement et le bon fonctionnement de l'État. La radio-télévision nationale congolaise vient de bénéficier d'un lot de matériels médicaux dont des Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique. Et c'est le directeur général Ernest Ilunga Kabila qui a réceptionné ces dons. La communauté congolaise vivant dans la ville de Champaign, à l'État d'Illinois, aux États-Unis d'Amérique, vient de témoigner sa gratitude aux médias audiovisuels publics. Le comité directeur de cette structure, sous l'égide de son président, John Matanda, représenté par Christian Ilunga, a remis à titre symbolique des équipements médicaux au gestionnaire au quotidien de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila, qui était entouré
par le directeur des ressources humaines, Lanou Paka, et le staff dirigeant du centre hospitalier de la RTNC. Les Congolais naturalisés américains, tout comme ceux qui sont encore congolais, sont organisés autour d'une structure où ils récoltent des dons et pensent à notre pays. C'est ainsi qu'ils ont envoyé symboliquement d'abord ce matériel médical que vous voyez derrière moi. Le gros est à venir, il est déjà là, mais c'est un problème de moyens d'expédition et des facilités d'expédition et d'exonération. Très honoré par cette donation, le directeur général de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila, salue l'action du donateur. C'est un grand symbole, un très grand symbole, puisque quand vous étiez allé à l'état de l'Illinois, les Congolais avaient cru que vous étiez mort. Or, vous étiez dans une autre vie qui va servir à la RTNC à survivre. Et c'est pourquoi je vous invite à en produire plus. Et la RTNC est prête aussi à vous vendre. Dites aussi à nos compatriotes qui sont à l'Illinois, c'est que vous avez un partenaire sûr qui va vous vendre. La RTNC reste ouverte à tout autre partenaire qui apporterait son appui. Les rapports mapping, les conclusions de ces travaux sur le consortium des églises et les ONG ont été déposés auprès du vice-ministre de la Justice. Le rapport mapping regorge des multiples crimes commis dans l'est de la RDC et différentes résolutions devant remédier la situation. 10 ans après, ces crimes ignobles restent impunis. Au terme des assises de Béatrice Hôtel à Kinshasa, coordonnées par la Commission Justice, Paix et protection de la création de l'ECC, les participants insistent sur la mise en place d'un tribunal spécial. Toute la démarche visant la justice transitionnelle souhaite déboucher sur l'installation d'un tribunal spécial. De l'autre côté, les rapports tiennent aussi à avoir une commission vérité et réconciliation. Mais la démarche de l'Église, c'est de voir dans quelle mesure nous allons accompagner les gouvernements congolais, la nation congolaise, à réclamer quand même justice pour nos victimes. En déposant ce rapport au vice-ministre de la Justice, les consortiums, églises et ONG sollicitent l'accompagnement du gouvernement. Le souhait étant celui de travailler en harmonie avec les institutions de la République dans la sensibilisation. L'Église du Christ au Congo, qui mène les lits de cette activité, voudrait travailler conjointement avec les gouvernements. Puisque l'heure des contradictions est déjà révolue, il est important de saluer l'initiative du chef de l'État lui-même qui a insisté sur la nécessité de la justice transitionnelle. Maître Bernard Takai Chengumbi, qui a reçu ce document, a souhaité que les consortiums et les gouvernements œuvrent en synergie en vue d'atteindre les objectifs. Le gouvernement est ouvert à tout projet qui privilégie l'intérêt du peuple, a conclu Maître Bernard Takai Chengumbi. Au total, 200 officiers de police judiciaire du territoire de Béni viennent de terminer leur formation en droit pénal et ils ont prêté serment à présence du comité urbain de sécurité. Lucie Laviti-Senda pour les commentaires. C'est pour restaurer l'autorité de l'État et l'État des droits à Béni, cette zone dite rouge, que le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Béni, Philippe Itumbo Majiko, a organisé un séminaire de mise à niveau sur les fondamentaux du droit pénal général et spécial, mais aussi sur les notions de violence sexuelle et le respect des droits humains. Formation de 2 mois qui a abouti à la prestation des serments des 200 officiers de la police judiciaire, dont 120 à compétences générales et 80 à compétences restreintes. De remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale. C'était en présence du comité urbain de sécurité et du maire de Béni qui s'est réjoui de cette cérémonie et a félicité le procureur pour cette initiative. Dès son arrivée à Béni, a compris qu'il y a un besoin. Il s'est mis à former les OPJ. Merci beaucoup pour la capacitation de nos collaborateurs qui vont nous accompagner dans la mission qui est pour nous tous le rétablissement de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens et maintenir la cohésion
sociale dans la communauté. Le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Béni, Philippe Itumbo Majiko, a dit toute sa reconnaissance au magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui avoir confié la mission de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays toujours en proie à l'insécurité. Monsieur Roger Lumbala a appelé à la cohésion nationale et au soutien aux consultations nationales. C'était lors de sa rencontre avec le président intérimaire de l'UDPS. Les détails avec Cédric Kenina. L'intérêt supérieur de la nation avant tout. Roger Lumbala prône l'unité et la cohésion nationale. Ces derniers, en tant qu'acteur politique, a été reçu par les présidents intérimaires de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Les questions brûlantes de l'heure étaient au centre. La base républicaine qu'il dirige apporte son soutien aux consultations initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. On vient de parler de la situation de l'heure. Je pense que nous avons déposé notre cahier des charges et demain, nous verrons absolument ce qui va se passer. Sinon, je pense que tout s'est très bien passé. Mais je pense qu'on va régler tout ça quand on sera reçu par le président de la République. Tout a été dit. Le pays a plus que besoin de la paix, a souligné Roger Lumbala, qui affirme avoir eu des fructueux échanges avec les présidents intérimaires de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound. Il s'est clôturé dans la capitale la session budgétaire pour les agents et cadres de la Société nationale de l'électricité. On est dans une entreprise commerciale et pour bien gérer l'entreprise, il faut élaborer un budget et la loi nous l'exige. Donc, comme chaque année, nous élaborons le budget de l'exercice suivant. Donc, cette réunion, nous avons fait venir tous les directeurs et les chefs d'entreprise régionaux dans les différentes entités où il y a des gestionnaires de la SNEL, afin que nous puissions d'abord examiner le budget tel que nous l'avons consommé en 2020 et puis préparer les éléments du budget pour 2021. Et c'est là, dans le respect des orientations stratégiques du Conseil de l'administration, qui est le reflet de la mission que l'État confie et faire la mission de la CNEL. Comme annoncé tout au début de ce journal, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, poursuit sa consultation nationale pour cette 4e journée. La star nationale était avec les députés nationaux, membres du groupe parlementaire MS, aussi avec les conseils d'administration des universités et instituts supérieurs. 4e journée de consultation initiée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des personnalités, acteurs et organisations sociopolitiques se sont succédés au Palais de la Nation. La première personnalité à être reçue par le chef de l'État, Monseigneur émérite Tarcisse Tshibangou Tshishiko, dit avoir répondu à l'invitation du président de la République à titre individuel de personnalité ecclésiastique. C'est à ce titre qu'il donne son opinion sur l'appel lancé par le chef de l'État à l'Union sacrée de la Nation. Face à l'état de la situation, telle qu'elle se présente et est analysée, en ce moment, il s'avère qu'il y a lieu que toute la communauté nationale de notre pays réponde à l'appel pour réaliser effectivement une union sacrée de tous les Congolais, pour l'affermissement du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions nationales, union sacrée de toute la communauté nationale pour renforcer et consolider la conscience vive de l'unité nationale et en même temps préserver et défendre toujours l'intégrité territoriale de notre pays. Monseigneur Tshibangou Tshishiko, qu'accompagnaient les recteurs de l'université de Lubumbashi, le professeur Kishiba Fitula
est actuellement président du conseil d'administration des universités de la RDC. Pays immensément riche, la RDC ne doit pas être à la traîne des autres nations. Propos du député national Bolengue Tengue du groupe parlementaire MSG7 au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le chef de l'État. Ces regroupements des députés nationaux dit avoir passé en revue avec le président de la République les mots qui freinent le développement du pays, la situation sécuritaire préoccupante, la santé de la jeune démocratie congolaise et la question des réformes du processus électoral. Il faut éviter le blocage. Le groupe parlementaire MSG7 préconise une majorité au pouvoir qui doit trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Au nombre de 5, les anciens candidats à la présidentielle de décembre 2018, Noël Tchani, Gabriel Mokia, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikuni, Kinke Mulumba et Théodore Ngoï, ont eu des échanges avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chacun a remis au chef de l'État un mémo sur la situation politique en RDC. Le collectif des anciens candidats à la présidentielle a accueilli favorablement le discours du chef de l'État à la nation et en appel à l'unité nationale, à un grand changement au pays, à une nouvelle majorité, gage de l'union sacrée de la nation. Avis très favorable également à l'appel du chef de l'État de la part de Mboussa Nyamwisi, l'une des personnalités les plus représentatives du Grand Nord dans l'Est de la RDC. Le chef de l'État nous appelle aux consultations pour mettre les esprits ensemble. Je suis disponible à apporter ma contribution à la démarche du président de la République, a-t-il déclaré en substance. Les journalistes chroniqueurs politiques ont été aussi reçus par le président de la République qui s'est mis à l'écoute de ce que la population attend des consultations en cours. Ils ont promis d'accompagner le chef de l'État dans sa démarche visant à sauvegarder les intérêts supérieurs de la population congolaise. On termine avec ce communiqué. La famille Toutou remercie tous ceux qui, de près ou de loin, lui ont témoigné de leur solidarité lors du décès de sa regrettée mère Ouseni Colette. Elle procède à la pose de la pierre tombale et à la levée du deuil ce vendredi 6 novembre 2020. Cordial bienvenue, Francis Bipendou. Merci d'avoir été des nôtres dans ce journal de Doris Mozo qui a connu le concours rédactionnel d'Edienne Balaka réalisé par Bijou Kataris et Ignace Tchibangu. On reste sur la RTNC, la télévision de votre choix. Au revoir.